Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Philippe. Philippe, peux-tu te présenter ? Alors bonjour à ceux qui nous écoutent. Je suis Philippe Lacroix, je suis le cofondateur avec mon ami et associé de toujours Philippe Gilles d'un cabinet de conseil qui s'appelle ILDI. Ça fait 35 ans que je suis tombé dans la marmite de la formation instrumentée, et en passant par Segos, Demos, e-Learning Agency qu'on a créé avec Philippe Gilles, une des premières startups françaises de conception et de production de contenu e-learning. Donc pour ceux qui ont la connotation de ce mot e-learning, vous voyez de quelle époque je parle. Et puis il y a une dizaine d'années, on a créé ILDI, un cabinet de conseil qui fait 3 choses. On accompagne les entreprises, les organismes de formation, les éditeurs dans la transformation digitale de leurs activités de formation. On crée des événements liés à la formation et sa transformation, qui sont le Digital Learning Day, Learn Innov, les grands débats, les Genius, etc. Et puis on publie des choses au travers d'un canal qui s'appelle la Digital Learning Academy, qui est le reflet de notre veille sur ce secteur de la formation euh, modernisé, on va dire. Et puis voilà, on a une présence sur les réseaux sociaux. Donc bon, vous m'avez peut-être croisé un jour, soit en vrai, soit en digital. Bah écoute, moi c'est comme ça que je t'ai croisé, à travers tes écrits qui m'interpellaient, je me disais ah mais oui mais ça c'est important, c'est vachement important ce qu'il dit. D'où aujourd'hui l'idée de t'inviter sur le podcast. Dis-moi de quoi tu veux nous parler plus précisément aujourd'hui ? Alors moi, je trouve que on a un moment où on s'est posé plein de questions et on a un regard qui, je pense, un bon regard critique sur la finalité de la formation et les erreurs qu'on a pu commettre dans ce domaine-là. Et on est à un moment où on est un peu obligé de se reposer les bonnes questions sur la finalité de nos actions de formation, parce que les financements sont de plus en plus compliqués. Donc on a une vraie notion de ce que ça coûte. Hem, Parce qu'on a un terrain de jeu absolument extraordinaire, à la fois dans les connaissances cognitives, dans les outils qu'on peut utiliser, dans les environnements, les aides, les exemples qu'on peut avoir qui sont très inspirants. Et puis on a de l'autre côté une obligation, une injonction d'accompagner les collaborateurs dans leur performance, parce que tout le monde est un petit peu inquiet de son employabilité et donc attend des structures qui l'encadrent, de leur apporter des contenus de formation qui les aident à être en prise avec leur époque et rassurés sur leurs compétences. Donc je trouve qu'on est à un moment où on se pose pas mal de questions et c'est une bonne chose parce qu'on a passé quand même un moment un peu foufou où on créait du contenu pour créer du contenu, parce que c'était facile et c'était pas très cher, c'était surtout bien financé, plutôt que pas très cher. Et puis on découvrait le digital, donc on s'est tous pris un peu pour des infographistes, des graphistes. On n'avait pas vraiment de regard très critique sur quelquefois la futilité de ce qu'on créait. Je repense à certaines mascottes. Hem Et puis on a été pris de vertige par ce flux de contenu et on pensait qu'on allait résoudre ça en mettant tout ça dans une belle boîte qu'on appelle LMS, qui allait diffuser au bon moment. Je me souviens des slogans, le juste assez, juste à temps, et cetera. Bon, on est un peu dans le fantasme d'automatisation de la formation par le Oui. contenu et les outils de distribution. Et puis on maintenant redescend un petit peu sur terre et on demande des comptes. Mm. Et souvent ils sont pas justes, les comptes.
Bah, c'est ça, on a vu que depuis des années, donc vraiment, on digitalise beaucoup les formations, mais la question de l'impact sur la performance, elle reste quand même floue dans les interrogations qu'on a, même vis-à-vis de nos interlocuteurs pour lesquels on construit. Et du coup, toi, comment t'expliques ce décalage, toi, entre les apprentissages et puis ce qu'on pourrait appeler la performance sur le terrain? Alors, le décalage, il est, à mon avis, faussé par 2 choses. La première, c'est qu'on pense qu'on a, action-réaction, je forme et j'ai du résultat, alors que la formation, c'est un élément qui peut apporter de la corrélation avec du résultat, mais pas une relation directe. Donc, on pense que, bah, maintenant qu'on peut avoir des métriques, numériques sur des actions, comme du marketing par exemple, bah, je fais quelques actions Mmh. ciblées sur Google, j'ai des métriques tout de suite, j'ai des taux de clics, et je peux relier ça, à des process d'achat. Bah, la formation, c'est pas aussi direct, la relation entre, l'action de formation et le résultat observable. Donc ça, c'est Mmh. la première chose qui fait qu'on s'en préoccupe pas trop parce qu'on se dit: «Bah, c'est immaîtrisable». Puis la deuxième chose, c'est qu'on manque d'outils. On sait pas trop comment, même si on avait, pu identifier les objectifs opérationnels, mesurables qu'on voudrait, relier à des actions de formation, on sait pas trop où mesurer et quoi mesurer. Donc, Oui, voilà, il y a des gens qui travaillent bien et qui donnent des bons process, des bonnes méthodes, des bons outils pour ça. Je pense à Jonathan Potier, par exemple, qui fait un super boulot sur ce domaine. Hem, mmh, mais je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire on part perdant d'avance en disant: «Bah, je peux pas relier l'action de formation et la performance». Et puis d'un autre côté, quand on est convaincu que, ça a un grand intérêt quand même pour, améliorer ses process de formation, ses façons d'aborder l'action de formation. On se dit: «Bah, oui, mais comment je vais mesurer? Comment je vais mesurer ça?» Donc voilà, c'est un peu ça le constat aujourd'hui, c'est de se dire: «On a un peu baissé les bras», hem, alors que c'est la base, de se dire qu'on n'a pas formé pour former, on a formé pour quelque chose et que ce quelque chose doit être profitable pour les 2 côtés de la barrière, à la fois celui qu'on forme et celui qui bénéficie du résultat de la formation, en général l'entreprise. Il faut que les 2 soient gagnants. L'entreprise va pas former le collaborateur sans intérêt personnel et si le collaborateur n'a pas aussi un intérêt à se former et qu'il n'y a que l'entreprise, on fait des trucs qui tournent un peu en rond et puis, on est obligé de faire, 2-3-4 relances pour que les gens se forment et on s'arrête au résultat de: «Bon, ben, on les a formés puis ils étaient contents», et on va pas jusqu'au oui. résultat. Donc c'est un constat qui est un peu, mitigé. Pour autant, je suis très optimiste et on pourra parler de ce qui me rend optimiste. Bah, oui et puis, tu sais, moi, ce que j'avais observé, c'est en vérité, je crois enfin, j'ai observé plusieurs fois que, en vérité, la formation était assez décorrélée de l'activité de travail. À des moments, je me disais: «Mais comment les gens font la relation entre ce qu'ils sont en train d'apprendre et ce qu'ils vivent sur le terrain et comment ils l'améliorent?» Et du coup, j'essayais, moi, de piloter, les apprentissages dans ce que j'appelle le workflow de travail. En vérité, c'est le travail qui me construisait ma formation. Bah, j'essayais pas de faire coller la formation au travail, je partais du Mmh. travail. C'est surtout ça qui m'intéressait, tu vois. Et il y a quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup changé, ou d'après toi, qu'est-ce qui a le plus changé dans notre manière d'apprendre? Et ou bien, qu'est-ce qui n'a pas encore assez changé? Parce que là, on parle Mmh. d'apprentissage, si on se met du côté de nos des apprenants, mais qu'est-ce qui a changé dans la manière d'apprendre? Et qu'est-ce qui n'a pas encore assez changé, Ah, d'après je toi? pense que ce qui a beaucoup changé, c'est notre rapport au temps. Heu, non pas qu'on en ait moins qu'avant, mais on se diversifie beaucoup plus, donc on fractionne et la formation est donc une activité comme une autre et elle doit donc se dérouler plus vite. Moi, je suis assez sidéré, par exemple, de voir que,
des jeunes générations et pas que, se mangent des séries en vitesse fois 1, fois 1,5 ou 2 pour, pouvoir consommer plus d'épisodes dans la soirée. Bon, Ouais. alors que ça déforme les voix, que ça fait des trucs, bon, voilà. Tout en faisant en même temps un petit jeu sur son téléphone ou en répondant à un SMS. Bon, donc on a fractionné beaucoup de choses et notre rapport au temps, a beaucoup changé. Il faut que les choses aillent plus vite, soient plus courtes. Et s'il y a bien une activité qui demande du temps et qu'on peut pas beaucoup accélérer, c'est apprendre. Il y a un processus cognitif qui est complexe, même si on l'a, très largement, expliqué, et compris, avec, les recherches en neurosciences. Hem, Ça prend beaucoup de temps. Faut que ça sédimente, faut que ça s'organise, faut qu'on joue avec les concepts pour, les associer à ce qu'on sait déjà. Heu, il faut qu'on fasse des erreurs pour qu'on ait un marqueur qui nous fait, identifier avant qu'on la reproduise, les erreurs, futures. Voilà, il faut il y a, heu, un peu comme, la mémoire musculaire, que quand on apprend à faire un geste, la première fois qu'on plante un clou, on tape à côté. Bon, bah, voilà, et puis une fois qu'on a fait, 100 fois, 200 fois le geste, ça va tout seul. L'activité intellectuelle, c'est pareil. Il y a une gymnastique, à acquérir. Donc ça prend du temps et notre rapport au temps ayant changé, et ben, on a de plus en plus de mal à commencer, à se former parce qu'on sait qu'on rentre dans un Mmh. processus qui est un peu long et que si on l'interrompt, bah, il perd tout son intérêt. Hem et on règle assez mal, à mon avis, ce problème de concentration sur un temps long en essayant de raccourcir la formation. Et alors je m'entends en disant: «On l'a pas découpé en petits morceaux, on l'a raccourci». Raccourci. C'est-à-dire qu'on a le fol espoir de faire pouvoir rentrer plus d'un litre dans une bouteille d'un litre. Mais non, Mmh. on ne peut pas. Heu, Bah oui. c'est et voilà. Alors, je pense qu'on a besoin, dans notre rapport à la formation, à accepter de ne pas se former à tout ce qui nous intéresse, de pas se former à tout ce qu'on nous propose, mais bien sélectionner, au moment où on en a besoin, les bons contenus, les bonnes actions de formation et surtout à y consacrer le temps nécessaire. Sinon, bah, on perd un peu son temps des 2 côtés. Celui qui Mmh. tente de former ou qui a mis beaucoup d'efforts ou d'argent ou de contenu dans une formation, et de l'autre, celui à qui on fait croire qu'en 1 heure, peut devenir spécialiste Oui, de, bon, voilà, c'est un jeu de dupes. peu importe le sujet. Ouais. Et tu vois, moi, ce qui me perturbe le plus dans mon rôle et mon métier de digital learning manager, c'est cette injonction contradictoire en vérité. C'est-à-dire que on nous explique comment il faudrait qu'on s'y prenne et nous, on sait que ça marche pas. Et donc, du coup, quand tu accompagnes des entreprises ou des centres de formation dans leur stratégie learning, c'est quoi l'erreur récurrente que tu vois dans la manière dont elle relie toujours cette formation à la performance? Est-ce que tu observes des choses particulières? Alors, pour revenir sur le sujet effectivement de la performance, on va pas au bout. Non, on s'arrête en chemin. On Ouais, donne tous les ingrédients absolument nécessaires pour avoir le potentiel d'obtenir de la performance, mais on la développe pas, la performance. C'est-à-dire qu'on va apporter, une connaissance générale sur un sujet, sur une pratique. On va donner, les fondamentaux théoriques, pour bien comprendre de quoi on parle et puis être capable de s'en faire une représentation mentale qui a du sens. Hem Et puis on va, éventuellement faire un petit exercice pour dire, pour s'assurer que les gens qu'on forme n'ont pas compris de travers, et puis on considère que, oui, le travail est terminé. Bon, mmh, c'est pas parce qu'on a fait un exercice, réussi un petit quiz, qu'on a vraiment acquis, oui, une compétence, qui développe nos performances et qui peut se mesurer.
Hem, Ouais. ça me Et oui, d'a pardon. pardon et d'ailleurs, on a vraiment ce problème dans l'évaluation. Tu évoquais monsieur Potiez. Il y a pas très longtemps, je regardais, une formation pour des maçons. Quand tu vois qu'une évaluation alors si c'est sur la connaissance, bah, ça va un quiz. Mais si c'est pour savoir si le mur, il est d'aplomb et d'équerre, bah, ça suffit pas en Bah, vérité. non. Et là, on a un vrai décalage Ouais. entre l'observation de je dirais la compétence, la capacité Mmh. opérationnelle, et en vérité, un espèce de savoir Mmh. procédural qui ferait que du moment que je sais comment ça se monte, c'est bon, je sais Ouais. faire. Et là, on a ce vrai décalage. Et nous, on a beaucoup de mal quand on va voir une entreprise de leur dire, écoutez, non, mais c'est pas un quiz avec 10 questions qui va nous montrer objectivement, de façon univoque, que la personne a Mmh. réussi. Et ça, on a vraiment cette problématique, hein, nous, aujourd'hui, hein, dans l'observation. Et c'est dommage parce qu'ils s'en contentent presque, hein, les Tout à fait. entreprises. Moi, si le gars, il expliquait combien il fallait mettre d'eau, de ciment et de gravier, bah, écoute, c'est bon, hein, il est maçon. Ben non, Oui, il pas a du le tout. potentiel d'être maçon, mais il est pas encore C'est maçon. ça, c'est ça. Et moi je pense Il, qu'on il- il- on ouais, et je pense qu'il faut. Moi, je leur rappelle la différence entre capacité et compétence quand mmh. même. À des moments, on est obligé de recadrer un peu le sujet, quoi. Alors, moi j'ai tenté de faire à plusieurs reprises sur ce sujet-là ou d'autres de la compétence, à essayer de Mm. recadrer un petit peu en disant: «Mais non, on se trompe, vous formez pas, vous informez, machin et cetera». Oui, Et puis je me rends compte qu'en fait, faire une explication de texte, ou donner une définition, un mot de vocabulaire, ça ne fait pas avancer les esprits. c'est ça. Il On est bien d'accord. il va falloir expliquer les choses un peu plus profondément. Et ça part de ça, hein, au début, les mots ont du sens, donc il faut utiliser les bons. Mais Oui. après il faut donner du concret derrière. Et je pense que ce problème de simplement donner du potentiel à et pas accompagner jusqu'à la mise en œuvre de ce potentiel, c'est-à-dire acquérir une vraie compétence, et avoir une Mhm. performance en face. Savoir faire quelque chose, mais avec plein d'erreurs et très lentement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hem, mais on peut régler ce problème-là, à mon avis, parce que et c'est très rigolo, on appelle ça le avant formation et le après formation. Mhm. Donc on relie bien le avant à la formation et le après aussi avec la formation et on n'appelle pas ça de la formation. Et parce qu'on n'appelle pas ça de la formation, c'est pris en charge par personne. Oui, Hem, c'est tout à fait ça. c'est alors que ça fait à mon avis, ça fait partie du processus complet. C'est-à-dire, il y a une première phase où on dit: «Tu sais, soit, tu n'as pas conscience ou soit tu en as envie, mais if ça serait bien de faire une action de formation pour développer telle compétence, tel savoir-faire, et cetera». Et pour préparer, psychologiquement, motiver, dégager le temps nécessaire, commencer à faire un peu de ménage dans son agenda ou trouver, un moment, propice dans son agenda, être dans de très bonnes dispositions à se former. Ce avant est très Oui, important. Et puis il y a oui. le après formation, c'est une fois qu'on a donné les clés essentielles à quelqu'un, et ben, faut l'accompagner sur le poste de travail pendant qu'il le fait. Alors ça peut être Ça, un c'est accompagnement par un collègue, par un manager, par un formateur. Il y a plein de modalités. La FEST, est hyper oui. documentée avec plein de cas de mise en œuvre qui sont, super, mais on n'est pas non plus obligé d'être dans le cadre formel et d'actions de formation mesurées, évaluées, et cetera. Ça peut être simplement un accord tacite avec des collègues, avec, le manager, avec, d'autres personnes pour que, bah, au moment où et le moment est devant être le plus contigu possible avec la formation, au moment où on met en pratique, on soit pas lâché dans le grand bain sans les bouées, et Oui. voilà et corriger les petites erreurs dont on se rend pas compte, apporter les réponses, aux questions qui viennent et qui avaient pas émergé au moment de la formation. Mhm. Donner un peu de motivation à s'entraîner parce que les premières fois qu'on fait un truc, on le fait mal, on le fait lentement, on n'est pas satisfait de soi, on n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter. Hem et cette après-formation est comme le avant de à mon sens, quand il est bien mis en œuvre et quand je dis personne ne le prend, hein, c'est pas la généralité. Il y a plein de gens qui ont compris que c'était important et qui le font.
et qui en tire les bénéfices. Et Mmh. là, effectivement, on rentre dans la vraie performance, c'est-à-dire que la finalité, de tout le processus de formation, incluant de l'avant jusque l'après avec la formation, c'est qu'à la fin, on délivre. On a, enfin, on sait faire quelque chose, on en est fier et c'est utile et c'est Oui. profitable. Tu vois, moi, quand tu me dis ça, alors je sais pas si je vais être clair dans ce que j'explique, mais lorsque je faisais des formations, moi, alors je les faisais en tant qu'apprenant ou en tant que formateur. En vérité, je trouvais que le moment le plus important, c'était pas dans la semaine où j'avais fait la formation, c'était le lundi matin suivant, quand je me retrouvais seul, confronté à la mise en œuvre et au déploiement de ce que je venais Mmh, d'apprendre. Et donc, du coup, j'ai changé mon paradigme. La FEST m'a beaucoup aidé dans cette modélisation. Et du coup, je me suis dit, mais comment intégrer ce pourquoi je veux former dans une réalité opérationnelle de la personne qui suit la formation. Et là, je me suis dit, bah, en vérité, c'est son workflow de travail. Je vais me coller sur son mmh, workflow de travail à la personne et on va faire en sorte de réaliser des tâches mmh, ensemble qu'on va mmh, observer. Hein, on va regarder comment il fait, on va lui permettre de réfléchir, l'aspect métacognitif, et on va lui amener on va dire, des évaluations formatives tout au long de son action, de manière à ce qu'il puisse mettre en œuvre, alors bien sûr à son rythme, dans des conditions préservées. Hein, on ne demande pas à quelqu'un d'être ultra performant dès la première minute, comme tu le disais, il faut du temps, de la répétition, de l'entraînement. Et du coup, eh bien, je trouve que cette stratégie-là est beaucoup plus facile, beaucoup mieux appréhendable par celui qui apprend. Ça a du sens, il va plus vite. Celui qui est notre donneur d'ordre, le financeur, très souvent l'entreprise, elle dit « Ah, mais super, je mesure qu'il réussit dans ce que je lui demande de faire ». Donc, il y a vraiment des avantages. Et là, le seul inconvénient, c'est que c'est relativement compliqué de faire financer ça. ah bah, Et, c'est quand tu dis et, et relativement, du, et c'est du oui. Ouais, c'est impossible Ah oui. pratiquement. Et moi, donc, ce que j'ai décidé, eh ben, quand je rencontre les entreprises, je déploie ces stratégies. On ne mobilise pas de fonds mutualisés. Alors, ça nous demande nous un vrai effort de persuasion parce qu'il faut vraiment qu'on leur montre. Alors, évidemment, au début, c'est compliqué parce que t'as pas d'exemple très concret. Il faut qu'ils te croient. Hein. Mais par contre, dès que tu commences à avoir des exemples concrets, et surtout dans la même entreprise, là, ça va très très vite. Et puis là, ils se posent plus de Ouais. questions. Hein. Ils observent en vérité une transformation qui vient servir les objectifs de l'entreprise. Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Quoi. On est plus dans le même paradigme, mais moi, je me disais, mais à un moment donné, tu vois, je pilotais une école et puis on avait de très bons résultats avec des gens qui étaient sans prérequis du tout académiques dans la formation. Et la préfète me dit, on avait des financements politiques de la ville, elle me dit, Laurent, mais comment tu fais pour que ça marche? Je lui dis, écoute, je construis un avion en plein vol. Mmh. C'est-à-dire que je m'adapte à leur rythme, j'ai décorrélé la formation du temps, de manière à ce que cette notion de temps soit adaptable aux différents apprenants. On n'apprend pas tous à la même vitesse et de la même façon. Donc à partir de ce moment-là où j'ai eu cette liberté de décorréler la formation du temps, ça a été beaucoup plus facile. Et après, je lui ai dit, mais on est dans une réelle dynamique de construction de l'apprentissage. Moi, je faisais beaucoup, beaucoup de co-construction avec les apprenants. C'est-à-dire qu'on évoquait avant les sujets sur lesquels on allait travailler et on définissait ensemble des stratégies d'apprentissage. On parlait surtout d'activité hein, à leur niveau. Voilà, un petit peu. Mais clairement, aujourd'hui, il y a des vraies solutions, des vrais moyens, mais c'est dommage qu'il faut qu'on s'affranchisse de notre cadre en vérité. Ah, tu Voilà. dit 3 mots importants, tu as dit, observation, tu as dit accompagnement, puis tu as dit financement. Mm. Pour moi, il y a 3 notions derrière ça. L'observation, c'est-à-dire, faire confiance à un tiers pour, donner, une appréciation sur la performance. Hem, Aujourd'hui, on ne fait confiance qu'aux chiffres. Bon, Oui. voilà, mais, pourquoi est-ce qu'on fait plus confiance aux managers? Pourquoi on fait plus confiance aux formateurs? Hem, le mieux placé pour savoir si un collaborateur est performant, c'est son manager, c'est son collègue Ben oui. et c'est le collaborateur lui-même. Pourquoi on ne fait pas confiance à ces personnes-là pour déterminer la performance individuelle ou globale?
d'une équipe, d'un process qui met en œuvre plusieurs personnes, et cetera. On veut des chiffres. Alors les chiffres sont très importants parce qu'en général, c'est les petits signaux faibles, ou c'est les grandes tendances. Mais un chiffre va pas donner, un chiffre de vente bien sûr, un résultat de bilan bien sûr, mais ça c'est pas un processus. C'est une Non. compilation de processus. Hem, donc la performance d'un processus, donc des gens qui mettent en œuvre le process, que ça soit une seule personne ou une équipe, hem, bah, c'est là qu'on a la difficulté, c'est qu'on veut des chiffres. Mais c'est très difficile de les avoir dans un processus des chiffres. Alors que l'observation de quelqu'un, elle a beaucoup de valeur et elle a du sens. On pourra se dire: «Mais oui, mais c'est subjectif, et cetera». Bah, oui, pas plus que la note d'une copie de philo. Ça dépend un peu du prof Mmh. et ça dépend je vais pas dire de son humeur, mais de son affinité avec, la réflexion de l'élève et bien sûr, il y a des mauvaises copies et des très bonnes copies. Mais les variations de notes entre un prof et un autre, c'est pas un demi-point. C'est quelquefois 1 point, 2 points, et cetera. Et alors? Une mauvaise copie sera toujours une mauvaise copie, une bonne copie aura toujours une bonne note. Mais au moins on a une note. On a on a une valeur de la Ouais. copie. Même si elle est pas, juste, mais elle est pour autant, elle a du sens. Et l'observation pour moi est la meilleure façon de pouvoir dire: «On est performant, on n'est pas performant». On a été performant dans son activité d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fourni conjointement, équipe d'animation, contenu, personnes formées, groupe, un effort, suffisant? Est-ce qu'ensuite de ça, on a fait les efforts suffisants pour essayer de mettre en œuvre? Et est-ce que le résultat de ce qu'on a fait après avoir été formé, est bon? Est-ce que c'est performant? L'observation donne tous ces indicateurs. Donc pour moi, derrière l'observation, il y a confiance, et il faut vraiment rétablir la confiance dans les individus. Alors toujours, il y aura toujours des Mmh. gens qui vont, pas jouer le jeu et cetera. Et alors? Ça n'empêche pas qu'on peut quand même faire confiance à la globalité, des personnes qui interviennent. Le 2e mot que tu as eu pardon, tu voulais, réagir? Ah non, non, je t'en prie, Le vas-y. 2e mot que tu as, utilisé, c'était accompagnement. Bah, on l'a déjà dit, mais c'est le après formation. Sans accompagnement, la formation, elle sert pas à grand chose. Elle sert à avoir acquis un potentiel qu'on n'exploitera pas. Parce qu'on va pas se lancer, parce qu'on va pas changer ses façons de faire, parce que tout ça est trop compliqué. Si on n'a pas un petit coup de pouce, si on n'a pas un accompagnement, sur le poste de travail, au moment où on travaille, au moment où on met en œuvre, on a à la fois le carburant pour donner la motivation et le garde-fou pour, avoir le résultat, correct. Et en un peu de temps, puisqu'on a les bases, on va avoir de la performance. Puis après, on peut être relativement autonome à améliorer sa performance. Heu, mais l'accompagnement après formation, il est fondamental. Et le 3e mot, celui-là, il fait super mal, c'est financement. Hem, Pratiquement tout ce qu'on sauf dans le cas de la FEST, qui est hyper bien encadré, mais pratiquement tout ce qu'on fait hors cadre, qui est pourtant des actions de formation qui sont et très souvent les plus efficaces, ça n'est pas qualifié comme action de formation, donc ça rentre pas dans un budget et on peut pas avoir de financement. La double peine. On fait un truc qui devrait Qui marcher, fonctionne. qui fonctionne, et Mmh. et et on n'a pas le soutien. Je dis pas qu'on peut pas le faire, hein. Les boîtes qui le font, elles le font hors cadre. Elles appellent pas ça de la formation, Oui. elles appellent formation, elles font comme elles veulent. Elles ont de compte à rendre à personne. Et celles qui font ça, effectivement, en général, on revient pas en arrière. Heu, Non. Ça marche tellement bien, tout le monde est très content, on n'a pas besoin de faire le gendarme, on fait juste un peu Ah ben de non. régulation Puis et tout mmh fonctionne. Et et les gens que tu as en formation, c'est pas les mêmes, non, hein. Eux, ils sont ouais, demandeurs, hein, mais très ouais. demandeurs, hein. Moi, je vois la différence, hein. En vérité, je suis beaucoup plus challengé dans ce genre d'échange et dans ces conditions et dans ces systèmes que dans un système de formation classique où je viendrais dire entre guillemets ce que j'ai envie de dire au moment où j'ai envie de le dire, hein. Là, on est beaucoup plus, pour moi, formateur dans une dimension d'intelligence situationnelle où il faut vraiment là que je colle réellement à l'attente, aux besoins
et avoir une réponse qui est pertinente, hein. C'est totalement différent. Et je dirais peut-être que la limite est peut-être pourquoi on y va, enfin tout le monde n'y va pas, c'est qu'en vérité, la grande idée, c'était de massifier les choses. Je fais une fois et puis ça se répète à l'infini, on a le bon truc, mais ça marche pas comme ça en vérité. En vérité, on a toujours des spécificités dans le contexte de l'entreprise, en vérité, dans son système, moi, j'ai une vision très systémique des choses. J'interviens dans une réelle vision systémique de l'entreprise, parce que deux entreprises qui font la même chose, mais qui sont pas au même endroit, qui sont pas avec les mêmes dirigeants, mais c'est tout différent les histoires. Et donc, on n'arrive pas à leur filer des génériques à ces gens-là. Tu vois ce Oui, que je veux tout dire? à fait. On On est obligé de leur faire de l'ultra qualité sur mesure. Moi, je trouve que c'est le plus beau challenge qui m'est offert, hein, ça. Et en plus, c'est très agréable parce que j'ai pas l'impression d'annoncer, de répéter 100 fois la même chose, hein. Bien qu'en vérité, je mobilise les choses communes, des apprentissages communs, mais que je redistribue de façon différente. Enfin, c'est ça que je vois. Et j'avais un point aussi sur cette défiance et pourquoi on faisait pas confiance aux managers. Eh ben, écoute, je l'ai observé plein de fois dans le fait que, et je crois qu'un jour, il y avait un cadre dans une entreprise, je disais, mais pourquoi t'es comme ça avec ton manager? Il me dit, j'en peux plus d'être évalué par quelqu'un de moins talentueux que moi. Je lui dis, c'est un peu présomptueux ce que tu me dis là. Il me dit, non, Laurent, j'ai en face de moi un gars qui est diplômé. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai 30 ans de pratique. Chaque fois qu'il me dit quelque chose, c'est des conneries. Mais lui, il a le poste. Et qu'est-ce que je fais, moi? J'ai pas 300 en posture. Soit je ferme ma bouche et puis je fais amen et je fais les âneries qu'il me dit de dire. Soit je décide de, bah écoute, cause toujours et je fais mon truc, ça crée des conflits. Soit après tout, bah, je peux me dire, écoute, je vais essayer de moduler l'ensemble, mais il me dit en termes de performance, je suis à 60% de ce que je pourrais donner. Ouais. Et là, le problème de la confiance, en vérité, c'est sont-ils dignes de confiance? Oui. Euh, Euh, Et ça, je l'observe plein de fois. Écoute, il y a encore pas très longtemps, je suis allé dans un centre de formation pour parler digitalisation. On me dit, il faut que vous voyez. Moi, j'ai dit, vous avez des coordinateurs. Oui, on a une coordinatrice, allez la voir. Je vais discuter avec la nana, je commence à parler PEDA avec elle. Elle comprend rien à ce que je dis. Je lui pose la question. Je dis, attendez Anne-Marie, mais c'est quoi votre parcours? Ah ben, elle me dit, moi, j'étais secrétaire, mais il y a tellement longtemps que j'étais secrétaire, ils pouvaient pas m'augmenter, donc du coup, ils m'ont changé mon truc et maintenant, ils m'ont mis mais elle est apeurée, cette femme. Elle est apeurée. Parce que dès qu'en face d'elle, elle a des gens qui maîtrisent un peu le sujet pédagogique, hein, elle se met dans une position défensive. Et moi, le retour que j'avais, c'était ah, elle est imbuvable, elle est exécrable, machin. C'est normal. Vous la mettez dans une situation où elle est terrorisée. Enfin, c'est pas acceptable. Là, je parle de centres de formation qui forment des milliers de personnes, hein. On n'est pas chez Neuneu, au fond de la rue, quoi. C'est pas normal, ça. C'est absolument pas normal. Et on est confronté à ça assez régulièrement quand même, hein. Et à côté de ça, on rencontre des gens de terrain. Oh, c'est incroyable ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils vivent, l'analyse qu'ils ont. Et moi, l'autre jour sur un centre, je leur dis mais faut arrêter d'écouter le chef de service. Faut demander aux deux gars qui sont là sur le terrain. Là, c'est les deux là. Ceux-là, ils savent faire. Ceux-là, ils peuvent le faire. Ah ouais, mais c'est pas comme ça chez nous. Ok. Ouais. C'est Voilà. toute la difficulté de savoir où se situe la valeur dans une entreprise. Bah oui. La valeur, c'est les gens qui font, quoi. Oui, oui. C'est Tu sais, c'est ce fameux truc, hein, la valeur de l'entreprise, elle n'est pas dans le bilan, elle est dans les hommes qui la composent, hein, mais on y ouais. est, hein. Alors je sais qu'il On y est, hein, c'est le y cœur. a, il y a eu des études qui ont été faites, en commission parlementaire sur ce qu'ils appellent les actifs immatériels. Et on est en plein là-dedans. L'actif immatériel d'une entreprise, c'est son savoir-faire et le savoir-faire, c'est les gens Mmh, qui le mettent en œuvre. Hem, c'est ça. donc voilà, et bon, quand on a une vision, technocratique, désincarnée du fonctionnement d'une entreprise à travers, ses processus et ses chiffres,
Je dis pas que c'est pas intéressant, il faut au contraire avoir, Il faut des il éléments, oui, il faut exactement, avoir de cette mesure et de vision-là de contrôle. l'entreprise parce que sinon on ne sait pas comment elle fonctionne. Mais si on s'arrête à ça et qu'on ne décortique pas les mécanismes sous-jacents, comment on arrive à ça? Qui fait ça? Comment il fait Mmh, ça? Hem, Quel est son profil? Quel est son savoir-faire? mmh, Je vais pas parler de cursus, de diplôme. Ça a du sens ça aussi, hein, par où on est passé et ce qu'on a mmh. obtenu, avant de travailler, mais où sont ces savoir-faire? Est-ce qu'ils sont rares? Est-ce qu'ils sont personnels? Est-ce qu'ils sont partagés? Voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont opérationnels? opérationnels? Parce que Ouais, c'est ça l'idée. hem et ça, c'est ce de on ce la préoccupation principale qu'on devrait avoir en formation. Avoir cette photo-là, avoir cette vision-là. Alors après, on sait, faire passer, un savoir-faire opérationnel, d'un service à l'autre, l'essaimer, le partager, sans avoir besoin de dire: «On va constituer des parcours de formation, on va mobiliser des formateurs, on va créer des contenus», si on l'a, qu'on le partage. S'il doit être améliorable, qu'on l'améliore. Hem, c'est par ce bout-là qu'on devrait prendre la formation, avec bien évidemment comme objectif que ça serve à quelque chose. Hein, parce que qu'on soit ultra performant et efficace dans un truc qui sert à rien, hem, c'est voilà, c'est retourner des gens dans des roues qui sont reliées à aucune courroie, ça n'a pas d'intérêt. Heu, Ouais, c'est ça. mais voilà et moi j'ai encore cette passion-là pour la formation, d'essayer de faire passer ce message en disant: «Ne nous laissons pas enfermer dans des métriques, numériques, heu désincarnées, en essayant désespérément de donner du sens à des chiffres qui n'en ont pas vraiment, mais, com rapprochons-nous un peu, arrêtons de faire du zoom, allons sur le terrain et regardez ce qui se passe et discutons avec La les gens, réalité. pour voir comment ça marche en vrai, l'entreprise. Ben oui, et tu vois, moi, pour f- ce qui m'a beaucoup aidé, moi, je viens de l'entreprise. J'ai toujours été chef d'entreprise, hein, depuis que j'ai 18 ans. J'ai eu de la chance parce que j'ai des parents qui avaient une entreprise dans laquelle j'ai pu travailler. J'ai pu être confronté dès le début à la réalité, hein, parce que moi, j'ai attaqué en bas, hein, le dernier boulot qui est dans l'entreprise, j'ai commencé par là, hein, pour apprendre. Et je suis passé après à la formation. Et puis, je me suis dit, mais comment je ferais dans mon entreprise? Et là, j'ai rencontré un écrit d'Isaac Getz qui parlait d'entreprise libérée. Et là, je me suis dit, mais c'est Oui, ça. En vérité, c'est totalement ça. C'est redonner le pouvoir dans l'entreprise aux faiseux, à ceux qui font. Euh, les gens s'entraident, hein, sur différents postes. Et c'est vraiment cette vision globale c'est cette vision d'entreprise, moi, qui a guidé tout ce que je construis pour la formation. C'est jamais décorrélé de l'entreprise. Parce que sinon, sinon, en vérité, je peux pas. ah, Je peux pas mesurer, en vérité. C'est ça. J'ai pas les bons métriques, en vérité, pour mesurer. Tu vois, on sait mesurer la satisfaction, les taux de complétion, tout ça, ouais, ok. Mais c'est quels sont les indicateurs, tu vois, qui devraient vraiment compter à ce moment-là? ah, Et ces indicateurs sont sur le terrain pour moi, hein. on a fait dernièrement, un accompagnement, stratégique pour, une boîte d'État, maintenant société, privée qui historiquement imprime des cartes d'identité et des permis de conduire. Enfin, Mmh, heu et on a parlé de processus de formation, comment développer de la formation digitalisée, comment, massifier un peu, les contenus de formation et cetera. Alors pour tout ce qui était, l'encadrement, les managers, aucun problème. Eux, ils sont à l'aise avec le numérique, ils ont un poste de travail, ils ont un PC, ils ont un email, aucun problème. mmh. Après pour quand on allait dans les ateliers, quand on descendait un peu dans les ateliers, là, ça commençait à coincer un peu. «Qu'est-ce que vous faites comme action de formation?» «Non, mais pas grand-chose, c'est un peu compliqué, parce qu'ils ont pas de poste de travail, ils ont pas d'email, puis bon, ils savent pas s'en servir», voilà, les clichés Mmh. habituels, ils savent pas s'en servir. Oui, bien Hem, sûr.
Moi, je fais une parenthèse dans la parenthèse sur cet exemple de cette, entreprise. Dans le bâtiment, on m'a dit aussi: «C'est pas absolument pas possible de former les gens, avec des supports numériques. Déjà, ils ont pas de PC, puis ils savent pas s'en servir et cetera». Je dis: «Ah ouais? Ils savent pas se servir du numérique?» Donc je sors mon téléphone, Mmh, j'ouvre TikTok dans le bâtiment, hein, je leur dis: mmh, «Donnez-moi un mot de votre activité, de votre métier, un mot». Je crois qu'ils m'ont dit trancher, enfin un truc, tu vois, un mot technique sur le truc. mmh. J'ai marqué ce mot-là sur TikTok. Il y avait des quantités hallucinantes de capsules hyper bien faites, de mecs qui partageaient leur savoir-faire, sur ce mot-là, Sur les sur les tranchées. tranchées. Mais des C'est tonnes ça. et des trucs super bien faits, avec des astuces pédagogiques de dingue, comme les Mmh. gens savent faire dans le bon sens, tu vois, des choses. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc on était dans ce plein de clichés que les gens, on pouvait pas les former quoi, en fait. Alors j'ai dit: Mais oui. «Attendez, c'est pas parce que vous ne savez pas comment les former que ces gens-là ne font pas de formation, sinon comment savent-ils se servir de vos machines? Comment est-ce que ça se fait que, vous avez pas trop d'accidents et que vous arrivez à augmenter les cadences?» Ah! Ah oui, ça, c'est vrai ça. Oui. Donc donc on est descendu un petit peu, puis on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient reconstitué le compagnonnage depuis, des années et des Ouais, années, très longtemps. et que ça marchait super bien et que si en plus on s'intéressait un peu à encadrer cette formation, ça serait pas pris, un peu sur leur temps libre, sur leur pause, on saurait les accompagner, les aider, leur donner les outils, les tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien mieux et surtout avoir cette reconnaissance en disant: «Je fais pas ça parce que si je le fais pas, j'arrive pas à faire mon boulot et c'est de ma responsabilité de me prendre en charge parce que sinon, je vais pas mériter mon salaire ou je vais faire que des conneries». C'est quand on en est à avoir cet état d'esprit des gens en me disant: «Non, mais c'est à moi de faire l'effort et me démerder tout seul», là on est pas l'entreprise a raté sa mission, c'est C'est clair. Bah, tu sais, on rencontre ça, mais partout, mais même à d'autres, niveaux, hein. Moi, je vois quand on avait lancé la grande école du numérique, un jour en rigolant avec mon chef de enfin, moi j'étais indépendant, avec le chef du service formation. Ouais, je lui dis: «Moi, ça m'a coûté 3 000 balles là». Il me dit: «Comment ça?» «Bah oui, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin et que vous m'avez pas financé». «Ah bon?» «Bah oui, c'est comme ça que ça marche en vérité. Moi, je pouvais pas me retrouver, désarmé, démuni dans ce que je veux déployer. Bah, après tout, vous pouvez pas me le financer, mais moi je l'ai financé, mmh, quoi». Bah, il me dit: «Ouais, mais c'est pas normal». Mais non, c'est pas normal, on est bien mmh, d'accord. Et ça veut bien dire que les gens sur le terrain, entre guillemets, ils se mmh, débrouillent, ils s'organisent, hein, effectivement, ils sont beaucoup plus adaptés qu'on oui, croit. complètement. Ouais. Et ils ont une vision très avant-gardiste. Moi, j'avais vu ça avec une de mes filles. J'ai deux filles. Il y en a une qui avait fait des tresses incroyablement belles sur la tête de l'autre. Je dis: «C'est beau, comment t'as fait ça?» Elle me dit: «C'est pas moi, c'est ma sœur». Je vais voir la sœur en question. Je lui dis: «Oh là là, mais comment t'as fait?» Ah bah, elle me dit: «Papa, c'est facile, hein, tu vas regarder sur YouTube, tu vas vite apprendre à le Ouais. faire, hein». D'accord. Et elle revient 5 minutes après. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle me dit: «Tu sais, papa, si l'école c'était comme YouTube, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de choses Mais bien?» bien sûr. Ça inquiète. Et là, on se dit: «Les enfants, ils sont pas capables, ils veulent Ouais, pas». Bah, dis donc, quand tu as une petite qui a 11 ans, 12 ans qui te dit ça, tu te dis: «Ah ouais, bah, elle a compris, hein». Elle a compris qu'en vérité, la proposition est pas bonne. Il faut un peu la retravailler. elle a compris une chose, Mais c'est bon. que, heu, hem, quand on a besoin de faire quelque chose, quand on a envie de faire quelque chose, quand on doit faire quelque chose, il faut apprendre à le faire. Mmh. Voilà. Et Et du coup, on trouve des et du solutions. du du coup, on trouve des solutions et c'est pas l'inverse. Bah oui, C'est pas parce qu'on a bah oui. appris quelque chose qu'on va devoir le faire. Mmh. C'est dans l'autre sens que ça marche. Alors, Oui. bien sûr, on est obligé de passer par une formation initiale qui nous apprend à apprendre, qui nous apprend qu'apprendre ça Mmh. prend du temps, qu'il y a des méthodes pour apprendre et cetera. Mais le métier d'un collégien, son métier, ça sera pas de rester assis, sur une chaise à faire des exercices, ou devant un tableau. Mmh. Ça sera pas ça son métier. Ils l'ont bien compris. Non. Par contre, si on Oui. essaye de relier ce qu'on fait à l'école avec,
des métiers plus tard, des activités plus tard, pas forcément des métiers, des activités plus tard, Mmh. ça a du sens et on se dit: «Ah mais oui, c'est ça que j'ai envie de faire, donc je vais l'apprendre». Hem, Moi j'ai fait des études un peu techniques à un moment donné en maths, je faisais des matrices, des espaces vectoriels, des trucs, hyper compliqués vraiment, et puis après, dans mon cursus, j'ai fait du dessin industriel et tout ça a pris du sens. Je me suis rendu compte que C'est ça ça. servait à faire des simulations de résistance, que ça servait à faire des projections, que ça servait à faire de la mise en volume, t ah mais je me suis dit: «Mais putain, si j'avais su ça avant, j'aurais été plus Ouais. attentif en cours de». Mais d'ailleurs, la réponse qu'on te donnait à «Mais à quoi ça sert?» c'est: «Tu verras plus Exactement, tard». exactement. Et du coup, plus tard, c'est Ouais, tard ouais, exactement pour et la s'engager. question de la On avait performance, vraiment ça. les entreprises ont bien compris que c'était clé pour autant et ça a Mmh. 2 effets pervers. Que l'entreprise son injonction, c'est d'être performante. Alors en vrai, c'est pas exactement ça. La performance d'une entreprise, c'est le moyen d'atteindre du résultat et le résultat, c'est le moyen d'atteindre la satisfaction des actionnaires. Presque. Mais, Mmh. les entreprises ont bien compris que la clé, c'était la performance. Mais il y a 2 effets pervers à l'entrée et à la sortie. C'est-à-dire que pour rentrer dans une boîte maintenant, il faut être surqualifié, et on fait jouer la concurrence entre les candidats pour, en général, avoir les meilleurs et puis à la sortie, à partir du moment où l'entreprise dit: «Ah bah, je suis pas sûr qu'il soit vraiment très, très performant celui-là», heu, Mmh. je vais pas dire qu'on le jette, mais on cherche Ouais, à mais s'en bon, séparer. Heu Et pas à l'accompagner. Enfin, moi, je pense pas que j'ai l'agilité intellectuelle d'un jeune de 25 ans qui sort de l'école et donc qui est habitué à faire des trucs compliqués et complexes, 8 heures par jour. J'ai atteint l'âge où je vais pas dire que je me laisse aller, mais j'ai plus la même, ni, énergie, ni agilité intellectuelle que quand j'avais 25 ans. mmh, Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui j'apprends rien et que je suis pas capable de faire, c'est ça. d'autres choses et très bien. Hem, Mmh. Je dirais que moi, tu vois, je vis à peu près la même chose. Je dirais que je manque, de vélocité. C'est peut-être ce terme-là. oui, voilà. C'est pas c'est pas l'envie, c'est pas la rapidité, mais c'est la Ouais, vélocité qui fait la mais différence. pour autant, Ils sont plus véloces que si nous. Tac, tac, hein. si j'avais envie de changer de métier, de faire toute autre chose, alors c'est peut-être, très, présomptueux de le dire, mais je pense que j'en suis encore capable, tu vois? De Ah faire bah ça. oui. Alors pourquoi dans une entreprise, quand on a quelqu'un, qui parce qu'on l'a négligé, parce qu'on ne l'a pas reconnu, parce qu'on l'a pas valorisé, parce qu'on l'a pas encouragé et cetera, a une performance effectivement peut-être faible? Pourquoi est-ce que on reprend pas en main en disant: «Bah, tiens, on va changer de trajectoire, toi et plutôt que de continuer à creuser ton trou, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble et on va avoir un mec super motivé derrière». Mmh. Heu, Peut-être même en compte tenu de l'expérience et de la connaissance de l'entreprise, plus performant que 2 petits jeunes qui, salaire cumulé, arriveraient au même chiffre. Je dis pas qu'il faut pas embaucher des jeunes et qu'il faut garder les vieux, hein, c'est pas du tout le truc, il y a déjà pas de Non, jeunes, pas non, de c'est vieux. qu'il y a un équilibre. Mais, Ouais. hem, c'était pour dire c'est pas que l'entreprise ne se préoccupe pas de la performance, bien au contraire, mais elle le traite pas au moment où elle devrait et elle essaye de le gérer, en amont et en aval. Oui, on n'a pas cette espèce de montée, d'accompagner la montée dans la performance. Je crois qu'ils ont des visions très statiques de la performance, à un instant T, des Mmh. chiffres. Mais du coup, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, ils savent même pas pourquoi ils Ouais, réussissent. Bah, c'est quand même intéressant de savoir pourquoi on ouais, réussit. On va être très focus sur pourquoi on a ouais. raté. Enfin, moi, on m'a toujours dit, hein, quand on construit sur du dur, hein, pas sur du Mmh. mou, hein. Donc, on va déjà commencer à regarder. Moi, je pratiquais ça quand j'accompagnais aux analyses de pratique. Je leur dis, arrêtez de vous flageller, arrêtez de nous raconter tout ce qui va Mmh. pas. Qu'est-ce qui s'est passé qui allait bien? Comment on va l'améliorer? Comment on va venir? Allez, et là, on y va, on avance, on progresse. Je crois aussi qu'il y a des éléments. Je crois qu'il manque le sens des Mmh. choses. Tu sais, tout à l'heure, on disait, mais c'est pourquoi je fais les choses. Ce why, ton why Mmh. interne, pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu veux apprendre plus? Pourquoi tu veux changer de métier? Pourquoi tu veux faire ça? Ça, c'est un levier très très puissant qu'on utilise très très peu, hein, dans les entreprises. Tout à fait. Là, c'est vraiment. Euh,
si aujourd'hui, toi, tu devais proposer de changer une seule chose, dans la manière dont les entreprises conçoivent la formation, ça serait quoi? Mmh. Mais tu as du pouvoir, hein, là, je te donne tous les pouvoirs. Tu es le dieu de la formation, hein. Hem, alors une seule chose, j'essaierai vraiment, de prendre comme point de départ de la conception du dispositif de formation, sa finalité. Hem Mmh. et pas, comme ce qu'on fait aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Comment on en parle? C'est décomposé en combien de parties? C'est quoi la problématique? C'est quoi le bon là, on va faire, une thèse sur un sujet, mais pas et ça peut être une thèse très pédagogique, hein. C'est-à-dire que on apprend vraiment des choses. Sauf qu'on est passé à côté de l'objectif, c'est-à-dire la finalité. Ça oui. Et si j'avais qu'une seule chose à changer, ça serait ça. Je prends un exemple. On veut former des techniciens à, de nouvelles technologies, dans les télécoms, hein. Bon, il y en a tous les jours. Donc, ça, c'est un problème récurrent de hem, on va donc les amener à faire, bien évidemment, connaître cette nouvelle techno. Mais, et ça peut se faire assez vite en général. Si c'est des techos, ils vont comprendre super vite. Après, il y a tous les cas de figure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie? Qu'est-ce que les gens en font? Qu'est-ce qu'ils font bien? Qu'est-ce qu'ils font mal? Quels sont les aléas, et cetera? Parce qu'une technologie, heu, quand on l'a mis en place et qu'elle marche, on n'a plus rien à faire. C'est quand Mmh. on l'utilise et qu'il y a des anomalies, que là, il y a du boulot et c'est Oui. c'est le boulot des techniciens. Donc je dis, si on ne met pas comme finalité qu'il y ait un maximum de, problèmes clients réglés sans escalade avec le niveau technique supérieur, c'est ça l'objectif. C'est ça la Bah oui. finalité. Qu'il y ait un maximum de cas difficiles réglés sans avoir besoin d'escalader. Non pas: «J'ai identifié le problème, et cetera». Non, non, il est réglé. C'est Voilà ça. et donc ça, hem, c'est un truc en plus c'est mesurable. Mmh. Et tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça parce qu'il y a pas plus tard que la semaine dernière, je montrais à des concepteurs pédagogiques comment je m'y prenais. Et je leur ai dessiné une cible, j'ai collé une flèche au milieu, j'ai attaché un fil à la cible, et je dis, voyez, maintenant que je sais où je vais arriver, je recule, je Oui. dépelote. En vérité, je leur disais, si je pars dans ce que tu viens d'expliquer, une fois sur deux, je tombe à côté. Alors que là, je vais pas m'écarter, je suis attaché au centre de ma Ah, cible. C'est là que je vais. C'est mon goal. Donc, et j'y vais. Et comment j'y fais? Et comment je fais? Et qu'est-ce que je construis? Ils trouvaient ça surprenant de cette alors façon sur de voir cet les choses. C'est exemple, marrant. avoir fait une formation qui, explique la nouvelle techno, qui, montre comment elle est mise en œuvre, qui montre ses cas d'usage, ses applications et cetera, n'est pas inutile du tout, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Et puis surtout, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de cible, pour reprendre ton donc Ah oui, on est arrivé là où est arrivée la formation, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, dans le c'est champ. ça. Elle est arrivée dans le champ, mais Alors, est-ce qu'elle est arrivée sur on est où, l'arbre? les gars? Dans le champ. Ah, Voilà, on est voilà, là. Ah, c'est ça, c'est totalement voilà ça. et donc s'il y avait qu'une seule chose à Et changer, ça serait ça. Ça serait de se dire mm, à chaque fois, non pas, à quoi je vais les former, mais se dire: «J'ai des objectifs opérationnels, mesurables, d'efficacité, de performance. C'est ça que je veux atteindre. Comment j'y arrive?» je me dis, dans cet axe de changer une seule chose, et du coup, ça serait quoi pour toi le rôle du formateur de demain dans cette logique-là? Et aussi dans cette logique de performance? De poser la question de pourquoi. Très bien, tu veux que je fasse une Le formation sur why. ce truc-là? Pourquoi? Voilà. Ouais, c'est ça. Heu C'est bien ce qu'on disait. Ce fameux le why qui anime en vérité. et les formateurs se posent la question, bien sûr, hein, mais souvent ils n'ont pas la réponse Oui, ou c'est pas ça. la bonne. Heu, Et alors tout à l'heure, tu me parlais, tu m'as dit: «Tiens, mais moi je suis optimiste, reste optimiste, je vais t'en parler». Alors du coup, qu'est-ce qui te rend encore optimiste dans la formation d'aujourd'hui, Philippe? Bah, ce qui me rend optimiste, c'est que, il y a un petit renversement de pouvoir au sein des entreprises. C'est-à-dire que
bien évidemment, c'est toujours le Vincent B qui peut menacer de virer tout le monde, quand il veut en claquant des doigts. Hem, Oui, mais et ça effraie. Donc tu vois, tu te fais petit et puis tu fais le dos rond et tu essayes de faire ton taf sans qu'on te repère, ouais, mais ça, je crois que c'est tout à fait juste encore, hein, aujourd'hui. Mais il y a, le contre-pouvoir du salarié qui dit: «Ouais, ben d'accord, donc je vais faire ce que tu me demandes, mais pas plus». oui, Voilà. ça Donc aussi. et faut les gens qui se préoccupent du bon fonctionnement d'une entreprise, ils observent ça, ils le voient. Alors soit tu es dans Mmh, un secteur d'activité où, ça fait partie du fonctionnement normal, c'est-à-dire que, tu es, une grande banque, donc quoi que tu fasses, l'argent coule à flot, donc que tu motives pas ton personnel, du moment qu'il applique et qu'il fait fonctionner les processus qui font couler l'argent à flot, où est le problème? ça va. Tu as, une centaine de stars, qui ouvrent les robinets et puis derrière, il faut juste que les gens, ils soient avec leur panier pour récolter les pièces qui tombent. Bon, bah, qu'ils soient motivés, pas Mmh, motivés, c'est pas très grave, tu vois? ouais. Mais il y a très, très, très peu de secteurs qui sont, préservés et privilégiés comme ça. Tous les autres, c'est le combat de tous les jours pour, rester en place, pour pas se faire déboulonner par, les adversaires qu'on n'avait pas vus, pour résister aux tensions du marché, pour passer ce moment de creux où, personne ne fait plus rien, où l'argent est toujours là, mais il est plutôt dans les coffres que dans l'économie. Donc il faut qu'il y ait Mmh, des salariés qui soient motivés pour, surmonter ces périodes et les salariés motivés, c'est ceux qu'on considère et je vais pas dire qu'on chouchoute ou qu'on récompense, mais c'est ceux dont on se, préoccupe de la performance, que le type se sent mmh. sûr de lui, compétent, utile, efficace, Ouais, qui qui comprennent ce qu'il fait dans beh oui, l'entreprise. Mmh, être considéré. Simplement mmh, considérer. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de, pas juste qu'il est chaud et qu'il y ait du café dans la machine, mais que, en tant qu'individu, on se préoccupe de sa compétence, de son savoir-faire et que ça soit pas de sa responsabilité de se maintenir à niveau, à, lire les documents sur l'intranet, qui expliquent les nouvelles procédures. Que c'est ça. voilà. Qu'on lira jamais de toute Oui. façon, hein. Qu'on l'accompagne. Non pas d qu'on prenne en charge, qu'on l'accompagne, qu'on qu'il sente qu'on se préoccupe de lui. Il y a plein d'autres, éléments qui peuvent sentir qu'on se préoccupe de soi, hein. C'est les actions des managers, et cetera, de l'entreprise, de sa communication interne et cetera. Mais la formation, c'est vraiment un truc où ça a de la valeur, ce que tu sais faire de mieux ou en plus. Ça a une grande valeur. Tu Mmh, repars avec. Donc mmh. c'est j'ai ça Bah oui. il y a une sorte de générosité, à faire la formation dans ce sens-là. C'est-à-dire que non seulement elle a du sens pour celui qui est formé, c'est-à-dire il a compris à quoi ça lui servir, il l'observe, il le voit le résultat, ça fait mieux, ça fait différemment, ça fait plus vite, ça fait avec moins d'efforts, ça fait, peu importe, mais il a le résultat sous les yeux, donc il est fier de ça. Il est content qu'on lui ait appris à faire ça, qu'on lui ait libéré du temps Mmh, pour apprendre, cette compétence, qu'il voit les moyens qui ont été mis en œuvre, que ça soit de l'accompagnement par le manager, par un formateur, par un collègue, avoir été inscrit à une formation et cetera. Il voit qu'on a mis des moyens pour ça, donc bon c'est flatteur, ce truc, et ça a du sens. Donc c'est mmh. ça c'est un vrai moteur. Alors que quand on voit une entreprise qui fait un teaser qui a dû coûter assez cher pour lancer une formation, on se dit: «Putain, waouh, c'est C'est quoi quoi ce ce truc-là? truc?» Bon, Ouais, c'est ça. voilà. Tu vois, j'ai eu un exemple il y a pas très longtemps, j'ai un chef d'entreprise qui me dit: «Oh Laurent, je sens qu'il y a des trous dans la raquette sur mes vendeurs». J'ai dit: «Effectivement, il y a quelques petits problèmes à rectifier». Mais il me dit: «J'aimerais que tu les formes, mais ils aiment pas être formés». Oui, bah, j'ai dit: «Écoute, c'est normal. Les gens ne veulent pas se former. Ils veulent le résultat positif de ce en quoi va les transformer la formation».
Alors du coup, j'ai dit, bah, je peux discuter avec tes gars là. Alors évidemment, t'arrives, si l'autre il te présente en disant, l'autre il va vous apprendre. Moi, j'ai des gens en face de moi qui sont très aguerris, qui savent déjà faire plein de choses. Je leur dis, bah écoutez, on pourrait faire toute une série d'activités qui va vous permettre de vendre plus et de gagner encore mieux votre vie. Ça vous dit, les gars? Bah, ah bon, tu peux nous aider à faire ça? Comment? Bah écoute, on reprend un petit peu les process, on regarde un peu ce qui se passe, on le contextualise chez vous et on voit ce qu'on peut améliorer ensemble. Moi, j'ai 4 gars hyper Ouais. motivés, hein, et qui sont bons, hein, déjà, hein, et c'est pas des brels, hein. C'est des mecs qui sont bons et ils me disent, ah ouais, tu vois, là, tu vois, bah tiens, ouais, bah, j'aurais dû dire ça, tiens, peut-être. Eh ben, en vérité, ils analysent leur process de vente, hein. Et en vérité, je fais quoi? Je me rends compte, enfin, si on veut être réaliste, hein, je leur ai amené peu de contenu. Par contre, je les ai réalignés sur leur capacité. La chose la plus importante, c'était de les faire passer de écouter pour comprendre. Enfin, eux, c'était écouter pour répondre à écouter pour comprendre. Globalement, je leur ai dit, c'est un peu ça votre problème parce que vous êtes quand même. Vous préjugez beaucoup de ce que le client pourrait vouloir. Moi, je crois que quand je veux savoir ce que les gens veulent, je leur demande, c'est plus rapide. Donc, on est repassé dans cette dimension-là. Et la performance directe, hein, parce qu'en plus, on est vraiment dans du quick win. Hein, ce qu'ils ont appris aujourd'hui, ils peuvent le mettre en œuvre. Ce qu'on apprendra demain, ils le mobiliseront demain et en avant. Hein. Et du coup, hyper motivation. Et derrière, plein d'interrogations, plein de questionnements. Et du coup, des remontées à leur hiérarchie en disant, tiens, on n'a pas abordé ce sujet avec Laurent, est-ce que tu crois qu'il pourrait l'aborder avec nous? Nous, on serait hyper intéressés. Ah bah oui, tu vois. Et là, on revient à cette espèce de. Moi, je dirais que c'est plus de la motivation, c'est de la volition. Mmh. Tu sais, ils veulent. En vérité, ils Ouais. veulent. Ils veulent parce qu'ils savent pourquoi. Et la motivation, pour y avoir réfléchi, elle est très fluctuante. Hein. Selon comment ça s'est passé ta nuit avec tes gamins en bas âge, selon si t'es enrhumé ou pas, etc. Si ta femme t'a pris la tête le matin avant de partir. Bref, cette motivation qui est quand même relativement fluctuante, eh ben, la volition est beaucoup plus puissante parce qu'elle, elle va se maintenir. Elle va te donner le cap. Encore faut-il que tu les aides à la visualiser. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment une bonne. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça. Et la formation a vraiment des beaux jours devant elle. Il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est les outils qui font la formation. Il faut se recentrer sur l'humain, sur le travail. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à la fois à quelqu'un qui veut former, à la fois à un formateur? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ultime? Ah, c'est je sais pas ce que je pourrais donner, comme conseil à un formateur qui veut former. Déjà, si c'est un formateur, je pense qu'il en sait presque plus que moi, sur les tenants et les aboutissants de son métier. Si c'est un formateur occasionnel, j'aurais peut-être la prétention de lui donner 2-3 petits conseils. Donc, je vais plutôt me visualiser dans cette cible-là. Pas de souci. Hem, Bien comprendre que la formation, c'est pas un exercice de style. Voilà. La formation, c'est mettre les gens en mouvement. C'est pas, Ouais. faire un show, c'est pas, exposer très clairement son savoir et cetera. Ça, c'est la matière première, mon savoir. Mm. Ce sur quoi je m'appuie. C'est ça qui va me donner de l'aisance, de l'agilité, et cetera. Mais il faut surtout que je mette les gens en mouvement et se poser la question: «Qu'est-ce que je fais faire à la personne que je forme pour atteindre mon objectif final?» Mm. Et puis tirant le fil, tous les petits pas que je fais pour arriver, à cet objectif. Qu'est-ce que je lui fais faire? Non pas qu'est-ce que je fais moi en Mm. tant que formateur, mais qu'est-ce que je lui fais Oui, faire? c'est ça. Heu Qu'est-ce que je lui fais faire qui a du sens pour lui et qui l'aide à apprendre. et qui l'aide à apprendre? Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que, c'est pour ça que je parle de formateur occasionnel. Un formateur, il sait ce que c'est que la pédagogie, la didactique, il s'est ou pas intéressé un peu aux neurosciences, mais en tout cas, il a des bonnes pratiques. Donc, en général, ils ont tous compris ça, les formateurs. Après, on leur donne pas les moyens Mm. forcément de mettre en œuvre. De le On déployer. on les Mm. contraint à un format qui est peut-être pas le meilleur, mais les formateurs occasionnels, ils ont un autre, problème, c'est qu'en général, ils ont comme modèle, le modèle scolaire, qui n'est pas le modèle à Oui. reproduire pour les adultes en entreprise. Heu, voilà.
Donc ça, il faut déconstruire ce truc et réinventer un autre. C'est le conseil que je donnerais. Mais je me rends compte que j'ai aussi oublié de répondre vraiment à la question que tu m'as posée, avant. Qu'est-ce qui me rend optimiste? Ouais, C'est le mot que je vois passer le plus souvent, hem, à part les buzzwords, liés à l'IA, machin, tout ça, c'est ouais, engagement. C'est pas un buzzword, ouais, engagement. Mmh. C'est même à mon avis la clé qui me rend optimiste. C'est qu'on se préoccupe de comment est-ce qu'on engage les apprenants dans un processus de formation? Et non pas comment on les contraint à suivre une formation. ouais, Alors, on est dans une étape intermédiaire qui est pas très satisfaisante, c'est qu'on parle de contenu engageant. Comment est-ce qu'une plateforme ouais. peut, provoquer de l'engagement? Comment un contenu peut être engageant? Bon, bah, là, c'est parce que, on n'a pas fait le focus au bon endroit. Qu'on on pense qu'on va pouvoir régler le problème d'une façon massive avec un outil ou du contenu qu'on diffuse à tout le monde, qui va provoquer de l'engagement. Ça peut faciliter l'engagement, hein, si on peut avoir des plateformes non engageantes et des contenus non engageants, donc là, c'est des freins. Heu, Hem, ouais, c'est compliqué. mais c'est pas parce qu'on va avoir les bons ingrédients, une bonne plateforme, un bon contenu, qu'on va avoir l'engagement. Et je pense qu'à partir du moment où et pourquoi est-ce qu'on voit ce mot engagement? C'est pour dire que cette notion de contre-pouvoir que je disais en entreprise, les entreprises ont bien compris qu'il fallait que les gens se forment pour que les entreprises Mmh, restent performantes. Mais que les gens ne se formeraient pas sous la contrainte, ou même si on les contraignait, on n'aura pas le résultat attendu. mmh. Et donc, Oui, parce qu'ils peuvent très bien se former et pas déployer, hein. exactement, c'est qu'il C'est faut pas qu'ils dur. y mettent du sien. Et pour y mettre du Mmh, sien dans la formation, bah, faut que ça ait du sens. Et il faut que ça soit utile, faut que ça soit mmh. profitable. Et donc, derrière, on a l'engagement de l'apprenant qui dit: Ouais, tu vois, ça me fait penser à une explication que j'avais l'autre jour. Il y a des formateurs, que j'accompagne des formateurs, ils me disaient: «Ouais, l'apprenant, il faut qu'il soit acteur de sa formation». Ah non, j'ai dit: «Pas du tout». J'ai dit: «L'acteur, il joue un «Ouais, rôle. Donc moi, je veux pas qu'il joue de rôle, moi, je veux qu'il soit agent de mmh, sa formation. Je veux qu'il produise, qu'il fasse. mmh, C'est lui l'élément», tu vois? Et ça rejoint voilà». totalement ce que tu viens de dire. Donc, moi, ce qui me rend Bah, c'est ça. optimiste, c'est l'apparition de ce mot, engagement. Aujourd'hui, on tourne autour du pot avec, les contenus, les plateformes qui seraient soi-disant engageantes. Ça, effectivement, pourquoi pas? Mais quand on va se rendre compte que c'est pas suffisant, je pense qu'on va décaler un peu, l'objectif sur, Mmh, ce qui fait vraiment l'engagement, c'est de se rapprocher du collaborateur, de son environnement de travail, de son poste de travail, de ses activités quotidiennes, de mettre la c'est ça. formation dans le flux de travail, le mot consacré, pour que ça ait du sens, Mmh, que ça soit relié à du oui. concret. Là, je retrouve, les concepts que j'accompagne sur le learning experience design, hein. On est centré sur la Mmh. personne et on a les objectifs de formation en vue et on va prendre tout en comment dire, en Mmh. compte. Moi, l'autre jour, on me disait: «Ah ouais, mais comment tu peux prendre quel genre de truc tu peux prendre en compte?» Bah, j'ai dit: «Je sais pas, si je forme une, mère célibataire avec 2 enfants, dans l'injonction qu'elle va avoir à produire du travail, à me le rendre en intercession, quel temps je lui laisse? De quoi elle a besoin? Si c'est quelqu'un qui fait que la formation, qui vit chez papa-maman et qui a que ça à faire, il n'a pas la même contrainte. Donc du coup, il faut avoir cette adaptabilité, mais pour ça, il faut s'intéresser à son public. Et le Il faut une connaissance fine du et public. la deuxième chose qui me rend un tout petit peu optimiste, alors j'ai un point de vue très ambivalent sur, ce dont je vais te parler. Je trouve ça à la fois formidable et à la fois ça m'effraie. Hem, c'est l'IA. Oui. Hem, tu on a maintenant, je dis «on», hein, c'est, Bon, les milliards de gens qui utilisent ChatGPT au quotidien. ChatGPT, c'est pas vraiment dans un contexte professionnel en général. Si on lui demande de résumer un texte, de nous préparer un mail et cetera, c'est parce que ça nous décharge une corvée. Mais il y a plein de gens qui mmh, utilisent ChatGPT pour, des choses très personnelles. Heu et on a le oui, la réflexe en maladie. disant, «Tiens, au fait, comment est-ce qu'on fait la recette de base?» Je vais demander à ChatGPT et il y a des conversations extrêmement personnelles qui sont faites avec ChatGPT.
alors je dirais pas qu'on a confiance en ChatGPT, parce que pour moi la confiance c'est un peu plus c'est un peu plus que C'est un ça, peu plus élaboré que voilà, ça, ouais. mais on n'a pas de défiance en tout cas et Ouais. ce qu'il apporte comme service est tout à fait acceptable pour plein de choses. Mmh. D'où le succès de ce genre de trucs et pour faire le lien avec la formation, bon ça peut aider à plein de trucs dans la formation l'IA, hein, quand c'est bien utilisé, Oui. c'est assez chouette. Mais pour être justement proche des gens, proche de l'environnement, ce qu'on sait pas faire parce qu'on n'en a pas les moyens humains, c'est de déployer quand il le faut, un mec qui va être téléporté, sur le à côté du siège de sur le poste de travail de quelqu'un qui a besoin de un quart d'heure de formation complémentaire, ou 1/2 heure d'accompagnement sur une tâche, et cetera. Bon ça, on sait pas téléporter le formateur parce que, Oui. la téléportation, on sait pas encore faire et le nombre de formateurs qu'il faudrait déployer pour régler tous ces problèmes de un quart d'heure, 1/2 heure de temps en temps, on les a pas. Donc on reste encore dans le cadre de formation programmée où on va, planifier de l'accompagnement sur le terrain, de la formation sur le poste de travail, et cetera. Mais on n'adresse pas tous les besoins ponctuels qui sont courts, mais qui sont quand même de la formation. Hem et moi, ce qui me rend relativement optimiste, c'est que quand c'est bien fait, quand c'est alimenté avec les bonnes sources et quand on a donné les bonnes instructions pédagogiques, on a des agents IA qui sont pas mauvais. C'est-à-dire qu'ils font quand même plus de bien que de mal. Heu et on les voit fleurir dans des solutions, c'est pas de la pub, hein, que je fais, mais c'est pour ceux qui nous écoutent, Oui, s'ils oui. veulent voir à quoi ça ressemble. Chez Didask, chez Bidiz, Oui. qui vient de déployer 4 agents terrain et donc tu vois, terrain, c'est le mot qui me fait dire que ces gens-là ont compris quelque chose. C'est pas des Oui. agents qui, dans la plateforme, vont répondre à tes questions, c'est des agents terrain que tu as sur ton mobile, que tu peux utiliser quand tu veux. C'est pas de la promo encore une fois, hein, que je fais. Non, non, c'est ça Exactement. existe, et puis, Tu les voilà, as quoi. chez Teachup, pour les solutions françaises qu'on peut croiser facilement, peut-être, fin janvier, à Learning Technologies. Mais ces agents IA, qui ne se substitueront jamais à, un expert formateur qui va accompagner les apprenants au plus proche de leur activité personnelle, et cetera, sont un petit une petite compensation de ce qu'on peut pas faire, pour couvrir l'ensemble des besoins avec des moyens traditionnels et Mmh. mmh et ça, je pense que ça ne se substituera pas à une activité de formation par un humain sur une longue durée, et cetera. Mais ça peut déclencher la prise de conscience que ce format-là, c'est-à-dire la réponse, hem, au plus proche du besoin de l'individu, c'est une bonne façon d'acquérir de la compétence. Mmh. Tu vois, ça me fait penser à l'évolution que j'avais vécue, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser profondément à l'accompagnement. C'était ce que me donnait le digital, là, on va parler de Mmh, digital, pour maintenir ma présence à mmh, distance. Ça, c'était vraiment quelque chose, je me suis dit: «Là, c'est vraiment nouveau. Ça va changer la façon dont on va pouvoir communiquer, toute cette dimension asynchrone, synchrone». On était dans le synchrone, on avait que ça, et tout d'un coup, on peut échanger avec quelqu'un, lui envoyer une vidéo, répondre à une question en différé, et cetera, et cetera. Et tu vois, je le vois un peu comme ça, moi. Je le vois comme, vraiment un outil complémentaire, hein, dans ma caisse à outils, oui, qui va pouvoir, peut-être être dans ce juste à tout à temps, fait, tu tout à vois? fait. Mais pas, dans une version exhaustive, dans une version de continuum pour pouvoir continuer à acquérir des compétences auprès de formateurs, dans des ensembles structurés, et cetera, et Mmh, cetera. tout à fait et ça doit être pris en compte dès le début de la conception d'un Oui, dispositif de formation, que tu vas pouvoir oui, avoir comment? comme le dirait Jacques Rodet, Exactement. ça se Ah, prévoit. on lui doit tout. À Jacques, on lui doit tout. Oui, Voilà. oui. C'est la dernière fois qu'on a discuté, je dis: «Tu sais vraiment, si on te doit quelque chose, c'est, le la prise de conscience du tutorat», et cetera. Il me dit: «Ne réduis pas mon Ah oui, travail au simple tutorat». Laura. C'est totalement ça. Mais
Ah Voilà, là là. on lui doit tout pour l'accompagnement à Jacques. Franchement, ouais. En plus, Moi, j'ai eu la chance de l'accueillir sur le podcast. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre de formation aussi. C'est incroyable, il est incroyable. généreux, il formalise son savoir, il le met à Ah ouais, disposition. C'est bon, voilà. c'est Jacques, incroyable. merci. Voilà. Oui, triplement Mais, merci. et donc, je Voilà. disais, ça a encore plus de sens quand on ne le prend pas comme une solution, mais comme un élément d'un dispositif de formation. Ça veut dire Oui, que on va pouvoir éliminer des actions de formation coûteuses, c'est-à-dire celles qui mobilisent du temps humain, euh, tout ce qu'on pourra déléguer à ce petit truc. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé d'être exhaustif, par exemple, sur tous les cas de figure, sous toutes les problématiques, sur toutes ces choses-là, mais en aborder quelques-unes pour que les gens aient compris le principe, etc. Et déléguer à ce petit agent, ce petit bidule sur le terrain, les autres cas de figure qu'il saura expliquer. Et comme la personne qu'on a formée aura compris la façon dont on donne l'explication, la façon dont on raisonne, etc., il y aura une continuité et ça aura du sens. Mais si on le prend comme une solution unique, ça ne marchera pas. Et si on conçoit un dispositif qui n'en tient pas compte, ça sera difficile aussi ça marche. de le faire Oui. accepter et de le rendre efficace. Eh bien, écoute, je pense que on vient de passer un bon moment. On a passé plus d'une heure ensemble, Ouais, Philippe. Je te remercie. C'est moi, c'était très sympa. Voilà, écoute, j'espère en tout cas que nos auditeurs prendront autant de plaisir à l'écouter que nous à le faire. Et puis écoute, je les invite à nous retrouver sur le podcast de la formation et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi.